entre 2020 et C'est 2022, énorme. on est passé de RSA 0 à 400 salariés, 20 millions de chiffre d'affaires, 155 millions de valo, 65 millions d'euros levés. Donc je me suis inscrit au RSA Porte d'Italie parce que j'avais pas de job quand je suis rentré de Londres. Ouais. Je me suis foutu dans un bar PMU avec un type qui s'appelle Maxime Anquier, que je connaissais pas et qui était un peu une âme en peine comme moi. Et on s'est mis dans ce bar PMU près de Bastille et on a fondé mastéos.com. Et tous les deux au RSA. Et 2020, on a encaissé notre première com. Et ce qui est drôle, et c'est ça qui fait que Mastéos est connu, c'est la vitesse d'accélération à partir de janvier 2020, parce qu'en 2022, on était 400 salariés. Mais tu vois, ça commence par un chèque de 1 million, puis après tu fais une série A à 10, puis une série B à 20, et accumulé, ça fait 65. On a fait 900 chantiers. Ouais. Sur 900 chantiers, je pense pas qu'il y en a un qui se soit bien passé, quoi. Ouais. Tu passes de clochard bar PMU Bastille au RSA à superstar de l'immobilier, on était foutus, quoi. Thierry, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Salut Aaron, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On commence toujours par une question chez Brique par Brique. Si tu étais un bien, lequel tu serais? Une chambre de bonne au 6e de 9 mètres carrés. Avec ascenseur ou sans ascenseur? Sans ascenseur. Sans ascenseur à Mode rénover. sportif. Ouais, tout Ok. à rénover. Bon, génial. On est là pour parler de ton parcours, qui est admirable. Donc, on va commencer par le démarrage. Si tu peux nous parler du Thierry enfant. Mention au brevet des collèges, déjà. Ouais. Donc ça commence très très fort. Mention au bac. Non, je rigole. Mais en gros, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait du droit immobilier un peu par hasard, mais j'étais mauvais. Donc je grenouillais de cabinet d'avocat en cabinet d'avocat à faire de la fisca IMO, du droit IMO. C'était ma première rencontre avec le secteur. Comme j'étais vraiment mauvais, j'ai fui à Londres. J'ai suivi une fille qui partait à Londres. Et à Londres, le seul métier dispo, c'est trader. Donc j'ai réussi à changer complètement de secteur. Et de juriste, fiscaliste immobilier, je suis devenu trader chez HSBC à Londres. Et ça m'a donné 2-3 réflexes financiers qui sont assez intéressants quand tu les appliques au marché immobilier. J'ai pas fait long feu, je suis resté 2 ans en salle de marché. Et ensuite, je suis rentré à Paris à l'âge de 27 ans. Là, j'en ai 35. Et j'ai un peu galéré à trouver ma voie parce que j'avais un CV un peu décousu et je savais pas trop quoi faire de ma life. Donc je me suis inscrit au RSA Porte d'Italie parce que j'avais pas de job quand je suis rentré de Londres. Ouais. Je me suis foutu dans un bar PMU avec un type qui s'appelle Maxime Anquier, que je connaissais pas et qui était un peu une âme en peine comme moi. Et on s'est mis dans ce bar PMU près de Bastille et on a fondé mastéos.com, qui est un nom disponible avec peu de lettres. Donc on a dit on va prendre ça. Et c'était un site d'investissement locatif parce qu'on s'est dit ça a l'air facile comme métier, on n'en avait jamais fait. Ouais. Et c'est T'avais comme ça zéro qu'est né. notion? Bah, en fait, j'avais fait un petit stage d'observation chez Bivouac, un concurrent. Ouais. Avec Maxime, on est resté genre 2 mois. Et on n'était pas payé, donc on est parti. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis dans ce bar et qu'on a créé à peu près la même chose. Donc vraiment en mode copieur, mais on voulait faire juste une vente par mois, de quoi payer le loyer. Ouais. Et en fait, 2019, février, création de Mastéos. Fin 2019, on fait 0 de chiffre d'affaires, donc vraiment année vierge. c'est lamentable. Et donc on se dit, bon, on arrête, ça sert à rien. À 2 du coup. À 2, ouais. Donc là, ça fait toujours- combien de mois d'exercice? Bah, de février à décembre. Donc 11 Février mois. à décembre, 11 mois, vierge. 0. Ouais. Ok. Et tous les deux RSA. Ouais. Juste un site, quoi. Et on essayait de faire des posts LinkedIn, ça marchait pas. Et 2020, on a encaissé notre première com. Et ce qui est drôle, et c'est ça qui fait que Mastéos est connu, c'est la vitesse d'accélération à partir de janvier 2020, parce qu'en 2022, on était 400 salariés. Ouais. Ouais. Donc tu vois, entre 2020 et C'est 2022, énorme. on est passé de RSA 0 à 400 salariés, 20 millions de chiffre d'affaires, 155 millions de valo, 65 millions d'euros levés. Et en fait, c'est parce que c'était un contexte complètement dingue, qui était le contexte des taux zéro, où les banques centrales, les banques en général finançaient les investissements locatifs avec zéro d'apport, avec des taux à quasiment 0 ou 1%. Donc tous nos clients étaient, à partir de 2020, étaient Ah, c'était la folie à ce moment-là. illimités. Et les fonds VC avaient les poches pleines. Le VC, c'est les fonds qui financent des startups. Donc il y a des gens qui sont arrivés avec des chéquiers et qui nous ont fait des chèques et on a levé des fonds et ça a eu un effet boule de neige. On a dépensé des tonnes en Facebook, Insta et c'est ça qui a fait une croissance sous stéroïdes qui était un peu trop explosive d'ailleurs, puisqu'on a, quand le marché s'est retourné, on a dû fermer On va y dans la revenir, douleur. Ouais. Mais donc juste pour revenir un petit peu en arrière, t'as grandi où déjà? Et ici les Moulineaux. Ah, ici les Moulineaux, ok, donc région parisienne. T'avais une appétence pour de l'IMO? T'avais une passion quand t'étais petit? Non, mais l'immobilier, ça concerne tout le monde parce que, à part les sans-abri, on a tous un toit, donc on est tous soit locataires, soit proprio. Ouais. En fait, on a tous un lien avec l'IMO.
Donc j'ai l'impression que tu n'as pas besoin d'avoir bossé dans le secteur pour que... On s'y connaît tous, quoi. Vraiment, on sait ce que Un c'est qu'être minimum, locataire, bailleur, on sait ce que c'est qu'une surface Carrez, qu'un Bien sûr. DPE. Il n'y a pas besoin de... Enfin, franchement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir appris d'autres Ouais, trucs. t'avais personne dans l'IMO autour de toi, Ouais. t'avais pas de, tu t'es dit, ok, c'est un secteur intéressant. Mais j'ai pas beaucoup plus de connaissances aujourd'hui que par rapport à quand j'avais 16 ans. À part, je sais ce que c'est qu'un DPE et une VMC, et c'est tout, quoi. Ouais, C'est vraiment simple comme secteur, je suis c'est désolé. vrai. Hein. Ah, ouais, non, bien sûr, mais ok, même pas un peu plus quand même que ça. Bah, dis-moi un truc compliqué en immobilier, vraiment. Non, mais je sais pas, déjà le métier de trouver Bah, un le bien, métier, le métier de c'est rénover, aller- le métier de mettre à louer. Nous, bah, justement, je t'en parlais avec le média, mais c'est le constat que même des gens qui sont propriétaires aujourd'hui n'y connaissent rien, ils savent pas ce que c'est un taux d'intérêt, ils savent pas comment ça se calcule, ils savent pas comment Ouais. faire un emprunt, ils savent pas. Ah, ça, c'est de la finance. Ils ouais. connaissent. Ouais, voilà. Il y a... Non, mais je veux dire, je ne faut pas trop mystifier l'immobilier, ça reste assez Ouais. simple. Après, c'est un métier de terrain et de bon sens, il faut être street Bien sûr. smart. Là, je passe beaucoup de temps sur le terrain, et c'est ça qui fait que j'ai des bons succès en ce moment, c'est parce que c'est le temps passé sur le Ouais. terrain. Mais c'est pas bouquiner et apprendre tout sur les coefficients énergétiques. Ah, des DPE oui, et oui, tout. sur ton activité actuelle, je suis d'accord. Ouais. Mais il y a un minimum de notions, j'imagine, Ouais. que tu dois quand même avoir, mais qui peuvent s'apprendre assez rapidement. Nous, Ouais. de toute façon, on le voit aussi quand on forme, moi de l'autre côté avec Dolly, quand je forme des agents immobiliers, très rapidement, tu fais le tour. Enfin, C'est de l'intelligence Exactement. émotionnelle et sociale Je suis avant d'accord. tout, quoi. ok, donc bivouac, stage de 2 mois, vous vous chauffez, vous lancez du coup Mastéos. Donc première année, 0. Et alors, comment ça se passe après? C'est quoi le constat que vous faites à la fin de l'année? Il n'y a pas de démotivation, il n'y a pas de... Pourquoi zéro, d'ailleurs grosse démotivation. Bah, c'est super dur en fait le début. Là, j'ai remonté une boîte, on en parlera. Ouais. Mais pareil, l'amorçage, il est terrible parce que bah, t'es pas connu, les gens ils te font pas confiance. La confiance, elle est essentielle dans l'immobilier parce que tu vends des trucs c'est des montants à 6 chiffres ou à 7 chiffres. Les types, ils vont parier une vie. Un emprunt sur 25 ans, t'engages toute ta vie. Donc, si ton intermédiaire, il est pas digne de confiance, tu l'as pas vu à la télé, c'est compliqué de vendre quelque chose. Et donc, nous, comme on était inconnus, on a mis énormément de temps à avoir la trust de la communauté et donc on essayait de choper des leads sur LinkedIn, de faire des posts, de faire des trucs, mais voilà, quand tu pars de zéro, c'est très dur. Les premiers copains, quand même, qui c'est tes Ouais, premiers c'est ça, clients, toi? c'est les copains, copains, famille, ouais. c'est les copains d'école à qui on... Et puis nous, ils étaient cobayes et nous aussi, parce que nous on démarrait, donc Ouais. tu vois, au début, en tout cas dans mon domaine qui est l'investissement locatif, toi tu fais de l'immobilier général, mais dans l'investissement locatif, donc acheter pour louer, tu vas souvent être attiré en première instance par les sirènes du rendement. Donc tu vas aller voir les classements de villes les plus rentables et tu vas voir Roubaix, Saint-Étienne à 10%. Donc tu vas dire, ah, je vais faire fortune, je vais devenir rentier IMO parce que ça rapporte 10% par an, mais tu ignores le risque qui va avec. Bien Tu vois, sûr. donc tu as un gros rendement, mais ce qu'on apprenait quand j'étais trader à HSBC, c'est le couple rendement-risque. Et on l'ignore un peu trop en immobilier. Donc le réflexe un peu débile du primo-investisseur, c'est de se précipiter sur les biens au rendement ou les villes au rendement, alors qu'en vrai, ce qui marche le mieux, c'est le patrimonial. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est le petit studio à Paris et pas l'immeuble à Bourg-en-Bresse. Bien sûr, où il y a moins Et de donc- mouvements. Et donc au début, moi, mes copains cobayes, ils ont acheté des immeubles à Roubaix et ils se sont pris les impayés, des squats, des dealers, tu vois. Il y a eu, mais c'était à cette époque-là, ouais, il y a eu un effet de mode de ouf sur les immeubles de rapport. Là, aujourd'hui, tu n'en entends Ouais. plus trop parler. Hein, il y a plus... Oui, il y avait tous les youtubeurs qui disaient Ouais. devenir rentier en achetant un immeuble de rapport. À la campagne. Ouais, le truc, c'est que le Parisien qui achète dans un bourg paumé, il connaît rien, il sait pas si c'est une rue mal famée ou pas, Bien sûr. il se fait tout le temps avoir, quoi. Et t'as plein de problèmes, et donc t'as ta renta théorique qui est à 10%, mais en pratique, t'es à 4%, parce que t'as de la dégradation, du squat, de l'impayé, de la vacance. Alors que sur des zones patrimoniales comme Paris, tu fais ton BP à 4, et en fait, t'es à 6, parce que les gens, ils sont prêts à payer plus pour ton appart en complément de loyer. Je sais pas, il y a toujours des surprises Ouais. positives. Il y a un type qui me disait... J'ai vendu du haut rendement et du patrimonial. Et à la fin, les gens ont le même rendement. Parce que le haut rendement, il déçoit toujours. Donc, tu achètes un truc à 10 et en fait, ça délivre du 6. Et le patrimonial, il prend en valeur, les loyers augmentent. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça converge. Hmm. Donc, autant être dans le Tu centre. as même une question de liquidité parce que pour un mec, moi je me mets à la place d'un investisseur qui n'a pas l'habitude de l'immobilier, qui fait son premier invest, d'acheter un immeuble de rapport, demain il n'est pas loué, que tu veux le revendre, tu galères des Ouais. mois et des mois et des mois à revendre. À Paris, généralement, une petite surface ou pas, ça part automatiquement. Enfin, nous, nos biens, Ouais. ils partent à une Donc, il faut vitesse folle. prendre en compte le risque. Le risque, c'est pas forcément. Enfin, il est multifacette en immobilier locatif. Ça peut être le risque. En fait, ça peut être l'énergie que ça te pompe aussi. C'est ça le risque. C'est à quel point c'est énergivore de faire des allers-retours à Saint-Étienne, à quel point tu peux avoir de la vacance, le risque de liquidité. Enfin, le risque, il peut prendre 5 ou 6 Bien sûr. formes différentes. Bien sûr. Mastéos, tu peux réexpliquer pour ceux qui n'ont pas connu, mais ce que c'était comme boîte, ce que vous couvriez comme métier.
Donc c'est comme un agent immobilier, mais spécialisé dans l'investissement locatif. Et on aide les gens à tout faire de A à Z. Donc ce qu'on appelle de l'investissement clé en main. Donc on trouve le bien, on le rénove, on le meuble et on le gère pour le compte d'un investisseur qui n'a pas le temps ou qui n'a pas les connaissances. Et donc typiquement, notre client, ça va être un investisseur parisien qui est, je sais pas, consultant, avocat, qui n'a pas le temps, mais qui a une capacité d'emprunt et qui nous dit, bon bah voilà, Crédit Agricole me prête 300 000, trouvez-moi un truc à 300 000 qui s'autofinance où vous voulez. Et nous, on lui trouve un immeuble je sais pas, à Marseille ou une coloc à Bordeaux. Et on s'est étendu ensuite en Espagne, en Belgique. Ok. C'est ça, à grande échelle. Ok. C'est quoi les grandes phases de développement que vous avez eues, du coup? Bah, ça allait très vite, mais au début, on faisait 2 villes et puis 3. À la fin, on en faisait 180. On a fait 180 communes différentes et 4 pays. On avait des bureaux dans 4 pays. Et ça allait tellement vite qu'il n'y avait pas vraiment de phase, quoi. À partir du moment où tu as un VC, donc un VC, c'est un investisseur en venture capital qui te fait un chèque. Nous, on a levé 65 millions. Mais tu vois, ça commence par un chèque de 1 million, puis après tu fais une série A à 10, puis une série B à 20, et accumulé, ça fait 65. Donc quand tu es budget illimité, en fait, tout se fait. En fait, c'est un raccourci. C'est comme si tu fais de la musculation et que tu prends des stéroïdes. Au lieu de t'envoyer 10 ans de Basic Fit, en 6 mois, tu as le même résultat. Là, c'est pareil avec Mastéos. On a levé beaucoup, et donc on a embauché direct 400 personnes. On a ouvert 20 bureaux. On a fait 2 millions de pubs sur Facebook, et donc on est arrivé de A à Z sans passer par toutes les autres lettres, quoi. Ouais. C'est ouf. Est-ce qu'on gère moins bien quand c'est pas son... Alors, ouais, déjà, ça va trop vite. L'immobilier, c'est un métier de terrain, donc il faut être expert terrain. Donc, c'est-à-dire quand tu pilotes tout d'une tour d'ivoire de start-upers depuis le Marais, pour piloter des chantiers à Valencia, à Bourg-en-Bresse, à Bordeaux, c'est compliqué parce que tu n'as pas cette expertise terrain. Ensuite, ça va trop vite la croissance pour que tu maîtrises bien chaque étape, ça c'est sûr. Et après, le fait de se brander comme une start-up, ça t'oblige à faire de la tech, sinon tu peux pas lever des fonds. Et la tech, c'est pas si nécessaire en immobilier. En fait, c'est un petit gadget. Tu vois, nous on avait une app, donc tu pouvais investir depuis ton app Mastéos, mais en vrai tu t'en fous parce que ce qui compte c'est que le loyer soit payé, que ton chantier soit livré à temps. Et donc nous on a fait une app pour lever des fonds, pour se brander un peu startup tech parce que c'était cool, mais ça nous défocus de nos chantiers qui sont des chantiers opérationnels avec des humains, etc. Ouais. Et donc il faut gérer 30 développeurs pour développer une app, ils foutent X millions d'euros pour au final être juste un petit gadget de plus marketing, quoi. Et le fait de faire le grand écart entre la tech et l'immobilier terrain opérationnel, entre les lignes de code et les atomes, le réel, ça fait un grand écart qui est parfois dangereux, quoi. Parce que tu mets ton énergie au mauvais endroit. Ouais. Au lieu de servir tes clients, tu sers tes actionnaires avec de la tech qui fait joli, mais voilà. Et tu t'es rendu compte dès le démarrage, tu t'es rendu compte assez vite que c'était pas si simple parce qu'une transaction, je veux dire, parce qu'il y a des galères, souvent il y a des dossiers qui se font mais qui pètent au dernier moment. Donc même dans un business plan, en vrai, c'est difficilement quantifiable parce que nous on le voit, mais le nombre de transactions qui vont pas au bout, le nombre de transactions où il y a des galères dans l'immeuble et tu t'en rends compte que 2 mois après. Finalement, la vente, elle devait durer 3 mois, elle a duré 8 mois pour X ou Y raison. Donc il doit y avoir des vrais décalages et ça se quantifie, tu peux quantifier un breakage rate, un taux de casse qui était environ de 40%. 40%. Voilà. Et non, là où c'est vraiment compliqué, c'est quand tu rajoutes la brique travaux. Ouais. C'est là où tu as le maximum de. C'est pour ça que je t'avais contacté à l'époque en plus. Je sais pas, mais en tout cas, on a fait 900 chantiers. Ouais. Sur 900 chantiers, je pense pas qu'il y en a un qui se soit bien passé, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, vraiment aucun. Ça se passe toujours mal, des travaux. Toujours. C'est toujours plus cher que prévu, plus long que prévu. Et il y a des déceptions et des surprises. Ça peut pas ne bien se passer. Ouais. Voilà, ça peut pas bien se passer. Ouais. Ça a été ça la branche la plus compliquée à gérer dans Mastéos? Ouais. Après, tu avais la branche meuble où il fallait gérer de la logistique, des entrepôts, de l'approvisionnement, du delivery. Ouais. La branche gestion qui était un peu galère parce que comme on était surtout en province, il y avait des zones assez sinistrées dans lesquelles on opérait avec des locataires compliqués qui s'en prenaient à mes gestionnaires, tu vois, des dealers. Quand tu es sur des zones à haut rendement dans le mauvais quartier de Roubaix, tu arrives récolter ton loyer, tu es payé en cash, tu te fais casser les vitres. Enfin, vraiment, c'était un métier dangereux. Nous, on s'est fait. Je parle de Roubaix parce qu'on en a vendu pas mal là-bas. On se faisait. On n'était pas safe, quoi. Moi, je me suis fait agresser en sortant d'un immeuble. Ah ouais. C'était dur pour des clients. Non, mais voilà. Donc, gestion compliquée, travaux compliqués. Ok. Et la partie recrutement, ça doit être compliqué aussi quand tu recrutes 400 personnes en 2 ans, non? Les bons et les mauvais recrutements, on sait que dans une boîte, c'est quand même. Ouais, mais ça va. Oui, mais à l'échelle des emmerdes qu'on a eues sur les autres, c'est rien. Oui, le RH.
On avait des recruteurs qui recrutaient des recruteurs. Tu vois, Ouais. vraiment. Genre, on avait un tel besoin d'embauche que j'avais Pierre Sultan, qui était mon head of recrutement, qui recrutait des recruteurs, qui ensuite recrutait des RH pour recruter des salariés. Parce que tu devais recruter 400 personnes en un an, quoi. Donc, Ouais. Avec 400 salariés, c'est quoi tes missions au quotidien, toi? Enfin, c'était quoi ta journée bah, type? c'est complètement l'inverse de ce qu'on pense parce que plus je recrute, plus je peux déléguer. Et plus je peux déléguer, moins j'ai de missions. Donc en fait, Ouais. je faisais plus je recrutais, moins j'avais d'emplois du temps chargés. Ok. C'est surtout à la fin de la com, gérer les actionnaires et faire de la com, quoi, être RP, quoi. Ok. Et donc là, on est en quelle année 2022, tu me dis, les 400 salariés? Ouais, 2022, c'est le pic. Ok. Q3 2022. Ok. 200 ventes par mois. 200 ventes par Ouais, mois? Surtout toute la France et d'autres pays, du coup. ouais. Ok. France, Espagne surtout. Et tu vois, je me rappelle, 2020, on faisait une vente par mois. 2021, une vente par semaine. Premier semestre 2022, une vente par jour. Deuxième semestre 2022, une vente par heure. C'est ouf. C'est ouf parce que les gens se rendent pas compte quand même ce que c'est de faire une transaction immobilière. C'est pas si simple, on vend pas un vêtement. C'est énorme une vente par jour. Ouais. C'est énorme. Ok. Et donc l'aventure Mastéos, donc à quel moment ça a commencé à... Quand les taux sont remontés. Ouais. Alors je pense qu'on serait mort même si les taux n'étaient pas remontés. Parce que on était une structure qui a grossi trop vite, de manière trop chaotique. Et donc, je pense que ça allait dans une mauvaise direction parce qu'on maîtrisait plus rien à la fin. Ça allait trop vite, en fait. Mais ce qui nous a tué, l'élément déclencheur, c'est la remontée brutale des taux fin 2022, début 2023, Mm. où ils sont passés de quasiment 0 à 6% en un semestre, en gros. Ouais. Et nous, un rendement locatif net, c'est quoi? C'est 4,5, 5. Donc quand tu empruntes à 6 et que ton placement il te rapporte 5, tu perds 1 en fait. Ouais. Donc il y a un moment, les clients ils investissaient plus. L'investissement locatif s'est effondré du jour au lendemain. Et donc on est passé de 200 ventes par mois à 20 ventes par mois en quelques semaines, tu vois. Donc le truc, c'est comme un restaurant pendant le confinement. Tu vois, Big Mama pendant le confinement, ils sont passés de 10 000 repas par jour à zéro. Ouais. Mais eux, Bah, ils nous, avaient des belles aides. Ouais, La restauration avait bah, des nous belles aussi aides. on a fait une belle année, 2 belles années, mais c'est la remontée des taux. Elle a tué notre marché de manière très brutale. On n'avait même pas le temps parce que les gens ils disent t'aurais pu dégraisser un peu, mais en fait t'as même pas le temps. Quoi, Oui, ça va oui, trop bien vite. sûr. Déjà pour licencier quelqu'un, ça prend un an. Ouais, non, mais je veux dire, eux avaient des belles aides de l'État, surtout l'État a Ah, des beaucoup aidé. belles aides, Ouais, oui, ouais. l'État a beaucoup aidé les restaurateurs, ouais. Ouais, bah écoute, nous, c'était la chute du marché, elle s'est faite de manière plus rapide que notre capacité à Ouais. downsizer la boîte, donc on était foutus, quoi. Ok. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je pense que il y a peut-être des trucs que j'aurais pu mieux faire, mais aujourd'hui, il n'y a plus de bivouac, faillite, il y a plus de... Alors, Beanstalk, ils sont encore en vie, il y en a 2-3 autres qui ont fait faillite, j'ai oublié le nom, mais c'était des petits concurrents, enfin, tous les acteurs de l'investissement locatif ont fait faillite. Hmm. Il n'y a que Beanstalk qui survit péniblement. Il y en avait un aussi avec qui on a fait quelques dossiers, Little Worker. Little Workers, c'est Ouais. plutôt des travaux, hein. Ah, ils font aussi. La branche Invest Locatif, ils ont arrêté. Ah ouais, c'est faible. Ouais. Ok. Donc tout le secteur est mort, là. Ouais. Ok. Ça s'est fini quand, du coup, Mastéos, la fin? Bah, en fait, on a cédé à Novaxia, qui est une boîte, qui est une grosse SCPI. Ouais. Et ça s'est fait entre la fin 2023 et début 2024. C'est mort officiellement. Enfin, c'est pas mort vu que ça a été cédé, mais la session s'est faite en mars 2024, je crois. Ok. Il me semble. Ok. Et comment tu te sens quand c'est en. Parce que comment tu te sens déjà quand c'est en up? Parce que tu dois être super excité. Ouais, Et comment tu te sens quand c'est en down? quand c'est en up, c'est très excitant, c'est plein d'adrénaline et tu passes de clochard bar PMU Bastille au RSA à superstar de l'immobilier. On recevait le ministre du logement au bureau. Moi, j'avais de la télé tout le temps, etc. Donc c'était assez enivrant. Et surtout, voir 400 personnes au bureau quand tu arrives, c'est trop cool. Ouais. Et après, la chute était très pénible, comme on peut s'y attendre. Euh, mais au moins, on s'ennuyait pas, quoi. Ouais. Mais c'était vraiment tribunal, avocat, des larmes, du sang, voilà. Ouais. Mais je trouve que tu as bien sûr rebondir. En tout cas, déjà, le fait d'en parler, je pense que toi, ça doit te faire du bien, même d'évacuer. T'es mon psy, là. Hein? T'es mon psy gratuit. Exactement. Je te remercie. On est en séance de psy. Ouais. Et tu étais proche de tes équipes? Parce Ouais. que 400 personnes. Non, bah, je les connaissais pas tous, mais en tout cas, Ouais. le premier cercle, les 50 premiers, on était comme une famille. Ouais. Et après, je m'entendais bien avec la plupart, ouais. Ok. Et c'est quoi, enfin, si c'était à refaire, il y a des choses que tu aurais fait différemment ou que tu n'aurais pas faites Bah, le truc, c'est que, en tout cas,
l'expérience d'hyper croissance, Ouais. même si elle est dangereuse parfois, nocive, et ben c'était tellement incroyable à l'échelle d'une vie humaine que je souhaite à tout le monde de le vivre au moins une fois, quoi. Bon, là, ça a mal fini, mais vraiment, si c'était à refaire, je le referais. Et évidemment, il faudrait lever moins, faire plus attention à sa structure de coût, aller moins vite. Mais en même temps, si tu dis ça, c'est dur de sortir une grosse boîte si tu es trop prudent, quoi. Donc Ouais. peut-être que ça aurait marché dans un autre contexte et qu'aller lentement, c'était pas forcément la solution. Je sais pas. Tu vois, on faisait quand même 200 ventes par mois. Donc, preuve que il y a un moment, on a fait les bons choix. Et quand les taux sont remontés, bon, ben, Ouais. on n'avait pas un modèle qui était assez flexible et résilient. Peut-être embaucher moins en CDI et plus en freelance ou pour pouvoir être plus souple, je sais pas. Ouais. Moins Ok. de tech. Ouais. Oui, parce que du coup, vous avez misé beaucoup sur. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est parti dans la tech, c'est ça? Tech, ouais. J'aurais peut-être pas dû prendre une Lamborghini en voiture de fonction. Il y a des trucs comme ça. Ok. Et donc là, on est là aussi pour parler de ton nouveau projet. Comment t'as rebondi du coup? On va parler d'Atome. Qui était Bah, une alors, belle boîte. le rebond était très dur parce que nous, les entrepreneurs, tu es aussi dans cette situation, on n'a pas d'assurance chômage. Donc, on va pas plaindre un start-upper qui se plante parce que. Mais n'empêche que j'étais au RSA et je suis retombé au RSA, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas de chômage. Quand tu es entrepreneur, quand tu es en salarié, tu vois, j'ai licencié beaucoup de monde et ça m'a fait de la peine, mais au moins ils ont un chômage. Moi, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec zéro. Et en plus, il faut payer des avocats, il y a du contentieux, il faut aller au tribunal. Et donc, en fait, c'est dur. L'administrateur, il m'a dit, l'administrateur judiciaire qui faisait la faillite, il m'a dit, tu vas te prendre le triple D. Je dis, c'est quoi? Il me dit, c'est dette, divorce, dépression. C'est bien, il fait pas Peut-être peur lui. peut-être décès si tu te pends, tu vois. Non, mais vraiment, il m'a dit, tous les entrepreneurs qui font faillite, c'est dette, divorce, dépression. Ça va, t'en as esquivé? Bah, dette, non, j'en ai plein. Ouais. Mais bon, je vais les éponger, hein. J'ai dû taxer des potes parce qu'il fallait bien que je vive et que je paye mes avocats, donc je dois de l'argent à tout le monde. Dépression, ouais, c'était très pénible. J'ai fait beaucoup de sport pour essayer de tenir, mais c'était. Je vois ça. Merci. J'étais objectivement déprimé pendant un an. Et divorce, oui, avec ma copine, elle m'a mis les valises devant la porte plusieurs fois, quoi. Mais donc, c'est compliqué. Et le rebond, il se fait. En fait, t'as pas le choix parce que quand tu es entrepreneur, tu es plus trop embauchable. Les gens, ils savent bien que les entrepreneurs, c'est pas des bons salariés parce que quand tu as goûté à la liberté entrepreneuriale, t'as pas envie de bosser pour quelqu'un aux 35 heures. Donc, je peux pas vraiment revenir dans le salariat. J'ai demandé à 2-3 potes de m'embaucher. Ils ont dit Thierry, tu sais rien faire. Enfin, en vrai, je sais rien faire. C'est juste que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de skills précises. Donc, tu es un peu couteau suisse qui sert à rien et à tout. On sait très bien que tu vas remonter une boîte dans 6 mois. Donc, on n'a pas envie de passer du temps à te former parce que les entrepreneurs, ils se cassent au bout de 6 mois. Donc, je n'ai pas pu trouver un autre boulot. En fait, tu n'as pas le choix que remonter une boîte. Et je sais rien faire d'autre que l'immobilier, donc j'ai remonté une boîte dans l'immobilier. Donc quand on dit Thierry, t'as bien rebondi, en fait c'est vraiment, j'ai pas le choix. Il faut que je paye un loyer, je sais faire que de l'immobilier, je suis pas embauchable. Ouais. Et je me suis rendu compte chez Mastéos que les petites surfaces à Paris, ça marchait bien. À la fin de Mastéos, quand les clients avaient plus trop de budget parce qu'ils pouvaient plus emprunter beaucoup à cause de la hausse des taux et ils voulaient plus faire du Roubaix. En gros, ils avaient des petits budgets, ils voulaient du Paris. Donc en fait, je pouvais faire que du 10-12 mètres carrés. Je me suis un peu spécialisé sur cette niche. Ok. Nous, on avait pris chez Mastéos un tout petit studio de 10 mètres carrés à côté du bureau pour loger les salariés en déplacement parce que l'hôtel nous coûtait trop cher pour loger mes salariés. Je les faisais tourner dans un studio. Et je me suis dit, en fait, ces petits studios de 10-12 mètres carrés, ça fait la taille d'une chambre d'hôtel. On peut probablement y loger des salariés en déplacement. Il y a peut-être un business à faire. En plus, les investisseurs adorent ça parce que c'est dans Paris, c'est pas cher, c'est assez rentable. Si j'arrive à trouver une solution pour m'affranchir du plafonnement des loyers, c'est assez rentable. Et donc, j'ai bossé pendant un an sur cette niche de ce que j'appelle le micro-logement. Donc, c'est un peu les chambres de bonne, mais il n'y a pas que ça. Hein. La plupart des. Tu as les chambres de bonne dans le 16e qui sont des 7e sans ascenseur, sans toilette, mais dans tout le reste des quartiers, tu as des premiers étages, deuxième étage, 10-12 mètres carrés avec toilette. Et en fait, c'est des chambres d'hôtel, quoi. Et j'ai mis un an à trouver un concept pour tout faire rentrer dans 9, 10, 11 mètres carrés. Donc j'ai fait appel à des micro-architectes. Ouais. J'ai fait appel à une dizaine de cabinets de micro-architecture. J'ai retenu un designer qui fait des cabines de yacht. Donc c'est un architecte nautique qui sait faire de l'ultra-luxe dans de l'ultra-compact. Et pendant un an, on a planché sur des manières de tout faire rentrer dans 9 mètres carrés. Quand je dis tout, c'est vraiment lit de place, électroménager, cuisine, bureau, salle de place. Ouais, vraiment tout. Travailler la verticalité, travailler l'espace, les volumes. Donc c'est de la R&D. J'en ai visité avec mon équipe un peu moins de 1000.
des chambres de bonne et des micro-logements pour vraiment comprendre ce marché qui est un marché à part, qui a ses propres règles. Et voilà, on est devenu expert du micro-logement parisien. Et ça s'appelle Atome. Atome, c'est la plus petite particule de la matière, et de la matière immobilière en particulier, parce que c'est 9 mètres carrés, la plus petite particule de la matière immobilière. Parce qu'en dessous de 9 mètres carrés, tu ne peux pas louer. Donc ça s'appelle Atome, ça sonne comme at home. Et l'idée, c'est de recycler ces chambres de bonne à l'abandon, de les remettre sur le marché. Parce que tu en as 85% des chambres de bonne parisiennes qui sont inexploitées. Ouais, j'ai d'après vu l'INSEE. ça, c'est énorme. Hein. C'est ouf. Donc en gros, tu as 115 000 chambres de bonne ou micro-logements à Paris. Mais quand tu dis 85% des chambres de bonne, tu comptes celles qui font plus de 9 mètres carrés, parce que tu as beaucoup de chambres aussi qui font 3, 4, 5. 3, 4, 5, il n'y en a pas beaucoup, mais tu as des 7, 8. Hmm. Et elles sont du coup, elles sont comptées dans les 115 000. Sur les 115 000, tu en as la moitié qui font plus de 9, la moitié qui font moins de 9. Mais en tout cas, dans le total, tu en as 85% qui ne sont pas habités. Ouais. Ça fait 1 million de mètres carrés en plein Paris, habitables, mais pas habités. Et nous, le concept, c'est de les recycler, de les remettre sur le marché, d'en faire quelque chose de beau, quoi. Donc, on prend des boîtes à chaussures insalubres de 9 mètres carrés, et avec des crottes de pigeons, pas d'arrivée d'eau et tout. Et on y met des arrivées d'eau, des toilettes, la clim, du marbre. Et on en fait des cocons de luxe pour les travailleurs nomades. Et on les loue à des sociétés ensuite, pour leurs salariés en déplacement. On va parler sur le code civil, donc ça, tu as lancé ça quand, Atome ? En 2024. 2024. À l'été 2024. Ok. Vous êtes une équipe de combien là ? Là, on est 3 associés clés et on est une dizaine dans l'équipe. Donc, il y a 4 archis, 3 associés. On fait essentiellement des visites toute la journée et après, on a des assistantes. Ok. Ouais, donc vous, votre besoin aujourd'hui, le sourcing, c'est de trouver les produits. Donc tu bosses avec beaucoup d'agents immobiliers. Ouais. Ok. Voilà, on en visite 4-5 par jour. Donc tu vois, sur une année, ça te fait, je sais pas, 250 x 4, 1000. On en visite 1000 par an. Sur la calculette. Ok. Très bien. Et c'est quoi votre cahier des charges ? Bah, on a les chambres de service ? Ouais, on a de moins en moins de critères maintenant. Parce qu'en fait, on arrive vraiment à... Tu vois, même s'il n'y a pas de toilette, pas d'arrivée d'eau et que ça fait moins de 9, on arrive à traiter ces 3 problèmes. Et que c'est des PEG, tu vois. Ouais. On fait venir des arrivées d'eau. On arrive à se démerder pour trouver une évacuation, tirer les câbles et se raccorder à des évacs. Donc on parle donc de copropriété, de demande en AG, vous gérez toute cette partie. Ouais. Alors, okay. Et quand ça fait 8,5, on gratte un peu, on va essayer de racheter un petit bout de partie commune, on rachète le local adjacent, on casse le mur. Enfin, tu vois, on trouve des solutions pour que le truc qui est totalement intraitable devienne viable et louable. Et donc, du coup, on les achète pas cher. Ouais. Et on lève tous les problèmes un par un jusqu'à ce que ça soit réglementairement OK. Et ensuite, on en fait un cocon de luxe. On travaille à 5 000 € du mètre carré en travaux. Donc, on fait vraiment des prestations incroyables. 5 000, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Bon, on les achète vraiment pas cher. Oui, tout est dans les travaux. Parce que dans le business plan, 5 000 € du mètre carré sur un petit montant comme ça. Tu vois, ceux qu'on achète pour nous... T'as un exemple, là, par exemple, d'une acquisition que vous avez faite, sympa, que t'as en tête Ouais, j'en ai plein. Bah, les grands succès, tu vois, rue Guénaud. J'ai acheté un 9 mètres carrés à 60 000 €. Okay. Rue Guénaud, c'est boulevard Voltaire 11e, c'est assez sympa comme quartier. Et 9 mètres carrés, on a installé des toilettes, on en a fait un petit cocon de luxe magnifique. Il est au deuxième étage. Ouais, vraie toilette. Deuxième étage. Okay. Terrazzo dans la salle de bain. Terrazzo rose. Enfin, pas rose, mais une couleur un peu spéciale. Enfin, c'est hyper luxueux, quoi. C'est une cabine de yacht, c'est magnifique. Okay. T'as une lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge. T'as lit de place, literie d'hôtel, climatisation. T'as mis la clim. Ah, il y a tout. Ah oui, tu fais des C'est une cabine de yacht pour milliardaires. Ah ouais, bien sûr. 5 000 € du mètre carré. Et du coup, comme je l'ai acheté 60, je peux me lâcher sur les travaux. Ouais, donc là, tu vas faire 5 000 x 9, donc 45 000 € de travaux. Ça me revient à 105, plus les frais. Un peu de notaire. Ouais, 110, 115 au final. Et toi, ensuite, tu gardes ou tu revends ? Je garde. Tu gardes. Donc je le fais soit pour ma petite foncière entre guillemets où je galère à trouver des financements, mais on essaye d'en acheter pour nous, pour qu'il y ait une foncière Atome qui recycle ces logements pour les mettre à disposition des salariés en déplacement. Et je le fais aussi pour compte d'autrui, comme Mastéos. Donc si quelqu'un veut acheter un micro-logement, je m'occupe de tout avec mon équipe. Il me contacte. Moi c'est Dolly qui me fournit. Et moi, je suis côté acheteur, toi, t'es côté vendeur. Donc, moi, je regarde dans ton catalogue ce qu'il y a de sympa à 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés. Et voilà. Et ça, combien tu l'as loué, par exemple ? Celui-ci, là, le 9 mètres carrés, alors, il y a plein de formats différents. Parce que là où on est souvent attaqué chez Atome, c'est dire
c'est une démarche assez prédateur d'aller prendre des chambres de bonne pour les louer hyper cher à des pauvres étudiants désargentés. C'est pas le cas parce que nous, on loue pas en résidence principale, donc on loue vraiment sur des formats courts, pas Airbnb parce que c'est interdit, mais on fait de la location au mois. Et donc, tu vois, le 9 mètres carrés, il n'a pas vocation à accueillir une famille de 4 enfants pendant 3 ans ou un étudiant. Non, c'est pas fait pour ça. Pour nous, on ne vit pas dans 9 mètres carrés, on y passe. C'est des gens en mobilité. Donc, en mobilité, quelqu'un qui fait une formation à la défense, un consultant qui est en mission chez un client, même quelqu'un qui fait la navette, je sais pas, un salarié Blablacar qui est là en présentiel, qui vit en Normandie mais qui bosse chez Blablacar à Bastille du lundi au mercredi. On a du bail civil fractionné, il va pouvoir nous louer la chambre lundi, mardi, mercredi, chaque semaine pendant 1 an. Donc tu vois, c'est un contrat long terme, c'est pas de la courte durée, le type il s'engage sur 1 an. Mais il loue parce que le bail code civil, c'est minimum 1 mois, je crois, c'est ça? Ouais, ben nous on peut faire des baux d'1 an, mais que lundi, mardi. Oui. Et puis un autre, il va prendre mercredi, jeudi. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bail civil fractionné. Donc tu vois, tu restes une nuit ou deux dans 9 mètres carrés, comme une chambre d'hôtel. Mais c'est pas de la courte durée parce que tu t'engages sur 1 an. Ça, c'est un format. Après, on fait du bail société. Donc on va aller voir Blablacar, on va leur dire... vous pouvez prendre des logements à l'année et c'est comme des chambres d'hôtel, mais ça coûte 3 fois moins cher qu'une chambre d'hôtel et on fait tourner vos salariés dedans. Tu peux faire du bail mobilité avec complément de loyer pour des étudiants étrangers en stage, en déplacement. Parce que c'est vrai que si tu le fais au loyer plafonné, pourquoi pas, mais c'est pas rentable. Parce que 9 mètres carrés à 30 € de loyer plafonné, ça fait 270 €. Si j'ai fait 40 000 € de travaux et que je paye, en fait, c'est pas rentable. Donc, mais alors, nous, on a la question. Déjà, vous gérez la gestion vous-même? Vous avez une équipe de gestion en interne? On a une équipe de gestion. On fait les travaux, la gestion. Nous, on fait beaucoup de code civil. Tu vois, on a pas mal de biens en code civil sur tout type de surface. Mais je sais qu'il y a aussi une question, parce que tu ne vises pas n'importe quelle clientèle, du coup, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Il y a une question aussi de secteur. Il y a des secteurs qui sont beaucoup moins, qui attirent beaucoup moins de locataires qui collent aux critères du code civil que d'autres. Par exemple, si tu loues un appartement en plein 8e refait à neuf, ça se loue en 2 minutes. On a eu des appartements à Port de Bagnolet dans le 20e où c'est plus compliqué, je trouve, de louer en code civil. Vous n'avez pas de problématique par rapport à ça? Le bail code civil, c'est pas une option magique. Hein. Normalement, le code civil, c'est pour des résidences secondaires. Donc moi, ça me va. Les plafonds de loyer, ils sont trop bas pour la plupart des gens. Donc, je préfère à la limite que les gens louent plutôt, quitte à faire du bail civil un peu décalé de son utilité première. Le bail civil, normalement, c'est de la résidence secondaire. Mais pour 80% des baux civils à Paris, on est en résidence principale. Ouais, donc c'est des gens qui vont te dire ok, je la mets en résidence secondaire, mais c'est possible que ce soit une résidence principale. Donc c'est un peu de la triche, mais ça a le mérite au moins de ne pas laisser des logements à l'abandon vacants qui ne sont pas loués. Je suis d'accord, ça entretient le patrimoine français. Ouais. Nous, on fait une sous-catégorie du bail civil qui est le bail société, et on loue à des sociétés. Donc là, pour le coup, c'est pas dévoyé, c'est vraiment le cas d'utilité premier. Et il y a le bail civil fractionné qui, pour le coup, marche aussi. Mais le bail civil, il est juridiquement compliqué quand c'est pas de la vraie résidence secondaire, quoi. Et pour la localisation, nous, on a des salariés. La plupart des headquarters de boîtes, L'Oréal et tout, c'est surtout en périphérie. Donc c'est contre-intuitif, mais ce qui est proche des périphéries marche bien chez nous. Tu vois, le 19e ou le... c'est des secteurs qui... Ils veulent pas du Place des Vosges et du Place Vendôme parce que ça mettrait trop loin pour aller au bureau ensuite. Ouais, mais tu vois, par exemple, nous, on a des locataires L'Oréal aussi, beaucoup 17e Levallois. Mais de l'autre côté de Paris, je prends cet exemple-là, mais ça peut être un autre exemple. Mais je sais que les durées de location, on arrive à louer, mais les durées de location sont plus longues. Donc j'imagine que c'est un critère aussi que tu prends en compte. De te dire on arrivera à mieux louer vu que c'est vu que c'est déplafonné, en vrai tu fixes un peu le loyer que tu veux, tu loueras je pense plus cher un 9 mètres carrés dans le centre qu'un 9 mètres carrés dans le 20e, non? Ou ça dépend, t'as des... Non, parce que mes clients corporate, ils survalorisent pas des quartiers centraux par rapport au 20e parce que le 20e est souvent plus proche de leur boîte. Donc en fait, je fais quasiment le même loyer. Tant que c'est intramuros et qu'il y a le métro, ça fonctionne. Et que c'est pas la colline du Crac ou le métro La Chapelle, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et donc sur la partie travaux, tu as ton équipe ou non, là t'externalises cette fois-ci? J'externalise avec des équipes qui sont toujours les mêmes. Ouais, c'est la même équipe. La personne clé, c'est l'architecte. Parce que c'est un peu technique les chantiers sur 9 mètres carrés. Il y a la réno énergétique qui est un peu technique parce que tu peux pas faire de l'isolation par l'intérieur avec des épaisseurs 20 cm comme tu as l'habitude de faire, sinon tu retombes sous les neufs. Il y a quelques réflexes techniques à avoir pour et c'est assez millimétrique, c'est de la menuiserie sur mesure.
Il y a des hacks architecturaux à connaître. Mais je suis un compte Instagram, je te l'enverrai. Tu dois voir où il y a que des toutes petites surfaces et le mec il te fourre tout, il te met des lits de place, il te met un bureau, il te cale ensuite un truc qui se soulève en dessous. Je sais pas si tu C'est vois. ça qu'on fait, ouais. Ah, C'est c'est un ça, peu ouais. inspecteur. C'est un Tetris, ouais. C'est inspecteur gadget. Mais c'est incroyable quand tu vois en vrai ce qui est possible de faire dans 9 mètres carrés. Ou dans... C'est fascinant. Moi, Ouais. honnêtement, quand je visite des 10 mètres carrés, je m'ennuie. C'est de l'ingénierie, ouais. Ouais. À 9, on s'amuse. Quand je présente un 11 ou un 12 à mon archi, il fait la gueule, tu vois, parce que c'est pas marrant. Ce qui est marrant, c'est de tout caser dans 9. Hein. C'est pas, quand je dis tout, c'est la cuisine, la salle de bain, les vraies toilettes, le dressing, le lit de place, pas le lit de place, mettre le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, tout. Ouais, c'est dingue. C'est ça qui est drôle. Et là, par exemple, voilà, je te disais tout à l'heure, j'ai un exemple de bien, savoir si, par exemple, c'est typiquement un produit qui pourrait vous intéresser. Parce que, alors, il y a le 9 mètres carrés classique où les agents immobiliers vont t'appeler et vont te dire on a une chambre de service à vendre. Là, on a une famille nous, à qui on a vendu des biens. Rue Étienne Marcel, donc bien placé. Métro Étienne Marcel, dernier étage avec ascenseur. Mais en fait, la chambre qui est top, avec déjà une petite douche installée, etc., fait 4,5 carrés, tu vois. Elle fait 4,5 carrés et tu as un petit WC qui n'est utilisé par personne, plus un petit bout de partie commune qui pourrait potentiellement être acheté. Donc il y a un géomètre qui est passé et si tu rachètes l'ensemble, tu tombes à 9,30 carrés. Est-ce que ça, typiquement, c'est un produit qui pourrait vous intéresser? Ouais, à fond. Ouais, là où il y a des complications, en vrai, si c'est là où tu tires Si c'est reflété dans le prix, ouais. Bien sûr. Là, je peux te dire déjà le prix, je sais pas si Vas-y. On va être à... ça fait quasiment 5 carrés, tu vas être à 50 000 balles. Bah voilà, donc prends ça. 50 000 balles. Ouais. Généralement, une partie commune, tu la rachètes quoi, 50% de la moitié du prix meilleurs agents, ouais. C'est ça, ouais. Mais après, tu as le facteur risque quand même. Que l'AG refuse. Ouais. Et ça, c'est un risque qu'on est prêt à prendre. Tu portes. Ouais. Bon, bah voilà, on a. En vrai, ça servait à quelque chose, on a fait un deal. Grave. Tu sais que pour la blague, on a fait un 5 mètres carrés carrés pour voir si on arrivait à tout faire entrer dans 5. Et notre limite, elle est à 5,5. Ok. Si tu as 5,5 au sol, il fait 5,5 au sol ou pas? Ouais. Parfois sous pente. Ouais, il fait. Bah, je peux te montrer un exemple. Ouais, vas-y. Alors, je sais pas si on le voit sur la caméra ou pas, mais on fait des trucs magnifiques. Ouais. Dans 5,5, je te laisse regarder à partir de là. Tu peux tourner les photos vers la droite. Ça, c'est 5,5 mètres carrés. Et il y a tout. Et c'est sublime. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est 5,5 ça? Ouais, je te jure que c'est 5,5. En fait, c'est 4,97 carrés et t'as 5 et quelques au sol. C'est beau, putain, mais c'est magnifique ça. C'est en Ouais. marbre? Ouais, c'est du terrazzo ça. T'as les toilettes dans la douche, t'as pas le choix, mais voilà. Il y a la clim. Magnifique. Ouais. On le mettra à l'image. Voilà. 5,5. Alors, c'est pour rigoler, hein, parce que tu peux pas louer 5,5. Bien sûr. Alors, tu peux l'utiliser pour toi. Mais tu peux. Ouais, ce que j'allais te dire. Au Voilà. pire, tu le revends à quelqu'un qui veut l'occuper. Ouais, souvent c'est en pied-à-terre, ça marche bien. Ouais. Oui, parce qu'au pire des cas, en vrai, ça se revend. En pied-à-terre. Ça se revend comme Tu ça. fais ce que tu veux chez toi, mais tu peux pas le louer. Ouais. Et très bien. Et donc sur la partie isolation, ouais, vous n'avez pas des. Alors je sais qu'il y a des isolants qui sont très fins par rapport à ces normes de DPE, parce que tout le monde le client lambda, il a toujours peur. Il se dit oui, mais si je fais une isolation, je vais perdre en mètres carrés. Bah il a raison. Ouais. Donc il faut utiliser des isolants très minces, quoi. Et généralement, j'ai oublié le nom du produit, mais on a un produit très très mince. C'est que le mur externe que tu vas isoler. Ouais. Tu perds 5% de surface. Okay. Donc il faut acheter à 9,2 quoi. Après, il y a un truc aussi qu'il faut préciser, c'est que dans le bail code civil, t'es pas dépendant du DPE. Tu peux louer un DPEG. Après, bon, c'est... Ah oui, mais je pense qu'ils vont harmoniser au bout d'un moment. Ouais. Bah là, de toute façon, je crois que ça s'est un peu adouci. Là, ils vont sortir, je crois, courant 2026, ils parlaient... Il y a une nouvelle formule pour les petites surfaces. Ouais. Pour les petites surfaces qui sont chauffées à l'électrique. Ouais, mais c'était sûr, de toute façon, ça va être ça rétropédale sur le DPE. Mais vous, du coup, ça doit pas être... dérangeant parce que ça vous permet du coup d'avoir accès, je pense, à des opportunités plus séduisantes. Des mecs qui ont des DPEG au dernier étage. Nous, on fait la réno énergétique quoi qu'il arrive. Oui. Non, mais je veux dire à l'achat, du coup, tu gagnes toi sûrement parce que les mecs qui à l'époque avaient un DPE et maintenant ont un DPEG, ils vont vendre moins cher. Ouais. Mais oui, ça participe au fait qu'on n'achète pas très cher nos produits. Ouais. En fait, on arrive à faire du 6-7 net en plein Paris pour deux raisons. On achète des produits dont personne ne veut. Alors oui, quand je te montre en photo une fois rénové, tout le monde le veut. Mais quand tu arrives et qu'il y a les crottes de pigeons et qu'il n'y a pas d'eau et qu'il faut acheter des parties communes, personne ne le veut. Tu vois. Et donc on est les seuls à vouloir acheter ces horreurs, à prendre le risque à chaque fois. Et après, on a trouvé un moyen de louer ça sur un format légal où on n'est pas soumis au plafonnement et ça arrange tout le monde. Parce que le salarié, au lieu d'aller à l'hôtel Ibis
à Levallois à 200 € la nuit, vient chez nous, c'est équivalent 40-50 € la nuit. Tout le monde y gagne, nous c'est rentable. Voilà. Donc c'est des produits techniques achetés à des prix très bas, qu'on loue à des prix assez élevés à des entreprises. C'est une super bonne idée. Et ça va, vous êtes content là du coup du démarrage? Ouais, après c'est un peu lent, c'est chiant, parce que là on n'est pas sous le format stéroïde et c'est difficile de trouver du financement pour notre petite foncière. Les banques, elles veulent voir de l'historique. Les clients, quand je vends en externe, ils comprennent pas trop le marché, parce que c'est vrai que c'est des produits bizarres, quoi. Tu as envie d'acheter un T2 ou un T3, mais bon, t'as pas le budget. Et surtout, t'as pas la même renta non plus. T'as pas la même renta. Le marché, il te récompense pas pour acheter des trucs simples. Le marché, il te récompense pour ta prise de risque, pour l'inconfort que tu es prêt à supporter. Et quand j'ai des clients qui viennent me voir suite à un podcast en disant je veux faire du micro-logement, mais je veux être place des Vosges, au 2e étage avec ascenseur, je veux minimum 15 mètres carrés et je veux un DPEB, bah ouais, mais bon, ça reste du micro-logement, mais t'as plus aucun obstacle, quoi. Donc en fait, le bien, il va être vendu du 200 000 € et donc tu vas faire 2 de renta. Et surtout que le micro-logement, ça dérange beaucoup moins de personnes d'être au 6e sans ascenseur. Demain, c'est beaucoup moins galère de revendre un appartement de 9 mètres carrés au dernier étage sans ascenseur que de revendre un 2 pièces au 5e étage sans ascenseur. Tu vois, nous, on vend beaucoup plus facilement. Ah oui, d'accord. Donc en vrai, ça les inquiète, mais je comprends même pas pourquoi ça les inquiète. Ils ont un rendement ça se loue hyper facilement. Ouais. Généralement, j'imagine que si tu achètes pas cher, tu dois aussi avoir des petites plus-values qui sont sympas à hauteur du montant, mais tu vois, généralement, je pense que tu dois tirer. Il y a beaucoup de croyances limitantes et de préjugés sur ce secteur. Déjà, il y a peu de 6e sans ascenseur, à part dans le 16e arrondissement de Paris, dans le 17e. La plupart des biens qu'on achète par ailleurs sont au 1er, 2e, 3e étage. Donc voilà, il y a souvent des toilettes. Mais c'est vrai que moins il y a d'éléments confortables, plus le prix sera bas, plus la renta sera haute. Donc un 6e sans ascenseur, ça se vend pas pareil qu'un 6e avec. Si les WC, c'est des sani-broyeurs, ça se vend pas pareil que si c'est des vrais WC. T'achètes avec sani-broyeur ? Ouais, parce qu'en fait, maintenant, au début, j'étais contre, évidemment, parce que c'est l'enfer. Mais il y a des nouvelles technos de sani-broyeurs et des nouveaux habillages. Les plombiers, ils te font des designs. Tu fais pas la différence avec un vrai WC. Ils vont t'insonoriser le moteur en mettant une espèce de mousse insonorisante autour. Tu peux faire des WC Trône, tu sais, des WC ultra haut de gamme. Et en fait, tu fais plus du tout la différence. Ouais. Tu peux faire un Trône en Sani avec un moteur de Sani. Ouais, je suis pote avec le mec de Trône et il m'a dit il n'y a aucun problème. En fait, on met le moteur dans le. Donc, tu peux l'habiller comme des vrais WC, ça fait pas de bruit et ça broie super bien, donc tu as beaucoup moins d'emmerdes. Et donc, ça va. Bon, ça me gêne plus, quoi. En fait, la seule galère nous qu'on rencontre sur les Sani, moi j'en ai un, j'ai acheté un appartement dans le 11e, parce que je suis du 11e rue de la Folie Regnault, qui est en location avec un sani-broyeur. La seule galère sur le sani-broyeur, et je le sais parce qu'on en vend avec, c'est à la revente, quoi. C'est que les clients, quand ils connaissent pas, ils ont toujours un peu peur, quoi. Ils disent parce qu'un sani-broyeur, c'est souvent posé sans autorisation de copropriété. C'est sûr. Et le notaire qui dit ah oui mais faites attention, vous savez ce que c'est un sani-broyeur? Bah non, je sais pas, il sort un article de loi comme ça et le mec il tremblote. Et... Ça nuit à la liquidité, mais bon, c'est de toute façon, tu l'achètes pas cher. La liquidité, elle est liée au prix. Hein. Bien sûr. Mais là, typiquement, sur l'appartement dont tu parlais, c'est rue Guénaud, c'est ça? Ouais, c'est un vrai WC là. Ouais, c'est un vrai WC. En fait, une fois sur deux, c'est vendu sans WC. Et nous, on a une expertise pour trouver des moyens de se raccorder, quoi. Tu vois, on commence à faire des sondages dans les murs, on voit qu'il y avait une colonne qu'ils n'avaient pas vue. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Ou le WC mitoyen, on sait que si on fait une saillie, on peut se raccorder. Donc, on va demander l'autorisation de creuser un petit tunnel. Mais c'est un peu galère, mais ça se fait. Et en termes dans le volume que vous faites avec Atom, ça représente quoi votre partie foncière et la partie client B2C? Là, c'était 90% client, 10% foncière. Parce qu'aucune banque veut financer des gens sans historique, sans cash, sans rien. Parce que je te rappelle que j'ai pas de cash. Même si la boîte valait, Mastéos valait 155 millions et mes parts valaient 30 millions, c'était de la fortune fictive. Et donc, je repars de zéro. Et les banques veulent pas me suivre parce que j'ai pas d'apport, ma boîte a pas d'historique. Donc, c'est très dur. Mais mine de rien, on arrive à trouver quelques financements. Là, on en a 10 sur la foncière, 10 unités. Et l'essentiel pour l'instant, c'est du B2C en externe. On en a vendu une vingtaine en externe et une dizaine en propre et ça va s'inverser au fur et à mesure. Et c'est quoi les répartitions que vous proposez si demain il y a des gens qui nous écoutent qui ont un peu d'oseille à dépenser et qui veulent placer avec toi? Généralement, c'est quoi le deal? Alors, il n'y a pas besoin d'oseille tu sais, c'est la banque qui finance. Tu fais financer à 100%? Non, tu leur demandes pas de mettre d'apport? Il y a besoin de 10%, quoi. Ouais, 15 000 €, quoi. Ouais. Donc, si quelqu'un a 15 000 € et un CDI, il peut venir me voir.
les gens pensent qu'il y a un conflit d'intérêt sur notre foncière parce qu'on va avoir tendance à prendre les meilleurs produits pour nous. Mais ce qui est marrant, c'est que les produits que nous on prend, personne n'en veut. Ouais. Chez Non, nos mais clients. justement, si le mec veut faire avec vous, Bah oui, avec c'est nous. rentrer avec votre s'associer avec votre foncière. Ah, dans la foncière, ouais, bah ça, il peut participer en equity ou en obligataire. On a des partenaires, mais c'est Ok. un autre format. On travaille avec Ouais. Baltis, qui fait de la levée obligataire et equity, donc ils peuvent abonder à la foncière, soit en equity, soit en obligataire. Donc ils peuvent me demander sur LinkedIn. Mais s'ils veulent acheter un micro-logement, Ouais. ce qui est drôle, c'est que ceux qu'on achète nous, c'est pas du tout ce que veut le grand public. Nous, on achète des produits atroces, hyper techniques. À 8,5 mètres carrés sans toilette, les gens n'en veulent pas. Donc de toute manière, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ce que les gens m'achètent à moi, c'est des trucs quand même un peu confort, 12, 13, 14, 15 mètres carrés, deuxième étage, vraie toilette. Du coup, ils les payent plus cher, c'est moins rentable, mais au moins... Et ça, tu leur sors quand même 6-7% net. Non, Non, c'est c'est un moins. peu moins. Moi, je fais du 7 net sur mes produits, Ouais. parce que c'est des produits que j'achète à 50 000 euros, tu vois, celui que tu vas me vendre. Mais tu vois, j'ai fait le calcul sur celui-ci. Ouais. Si tu fais là, parce que combien tu loues 9 mètres carrés refait à 9, ça se vend quoi? Au moins 700 balles. En Donc, c'est- bail mobilité ou bail civil, bail société, Ouais. bah, même plus, ouais. Ouais, tu vois. Enfin, donc- si c'est rénové à 5000 du mètre avec du marbre et la clim, oui, c'est vrai que moi, j'ai pas compté 5000 du mètre de travaux, j'ai compté 2000. Mais bah, du coup, ça 2000, fait tu une le belle vends, différence. tu loues 700 Parce balles, que, ouais. parce que ça te fait quand même un beau 9% brut Ouais. de rentable, mais tu tombes à 7,5, je pense. Ouais, tu c'est ça. Ouais. vois. Ouais, c'est ça. Sur ce genre de produit, moi, je suis à 7 net. Et sur ce que les gens m'achètent sans prendre de risque, t'es autofinancé. C'est déjà très bien. Ça veut dire que tes loyers couvrent toutes tes mensualités de prêt, plus tes charges, ta taxe foncière et tout. Et ça équivaut à du 6 net, quoi. 5,5 net. Ok. Et les achats, parce que des fois sur les petites surfaces, il y en a beaucoup qui se serrent les coudes vu que c'est des plus petits montants, sur du paiement sans condition suspensive. Vous achetez avec une condition suspensive ou vous Nous, on enlevez fait toutes nos offres sans condition et c'est pour avoir le deal. De toute façon, tu sais, c'est un peu bullshit. Oui, sur je les sais, conditions. mais bon. Tu fais ton offre sans condition, tu la remets au dernier moment. Ça t'empêche pas de faire un prêt. Donc oui, on fait par défaut, on fait nos offres sans condition et après on Ouais, se démerde. même demain pour te récupérer tes 10%, même si tu as Ouais. la condition suspensive, c'est pas si simple Ouais, que ça. en vrai, quand C'est pas le notaire envoie C'est ça, en fait, ça fait peur aux gens, c'est un épouvantail, mais en vérité, ça revient au même. Oui, quand tu es Donc, du métier, tu sais que c'est pas. ouais, tu fais toutes tes offres sans condition quand tu es du métier. Ouais. Et donc la galère là, enfin, je sais même pas si c'est une galère, mais c'est plus de trouver les produits ou plus de trouver les clients qui veulent acheter. Au Ou début, les- c'était trouver les produits. Ouais. Et c'est marrant l'évolution, tu sais, tout à l'heure je te disais on faisait une vente par mois, une vente par semaine, une vente par heure sur Mastéos. Là c'est un autre critère, c'est le prix d'entrée pour un 9 mètres carrés nickel. Il y a 1 an et demi on l'a acheté 125 000 euros. Ensuite on est passé à 100, à 80, 60 et là on est sur du 50-55. Tu vois le produit que tu vas me vendre il est à 50. J'ai fait 2 superbes studios à 55. Hors frais d'agence, mais ouais. D'accord, t'inquiète. Non mais c'est 55 là mon entrée moyenne. Ouais, ok. J'en ai un rue Molien dans le 8e qui est magnifique, qu'on a réussi à agrandir à 9 mètres carrés. On a réussi à mettre des vraies toilettes et on l'a eu à 55 000 euros. Donc là, mon prix d'entrée, il est passé de 125 à 55. Ouais. Et ça, et c'est pour un même produit, hein, à produit égal. Le même bien, aujourd'hui, on le touche 55 parce que on est rentré dans les copros, on s'est fait connaître, on arrive. Tu vois, on va aux AG de copro, le voisin, il a un débarras qui nous vend, ça nous permet de passer au-dessus des 9 mètres carrés sur notre bien. Enfin, il y a plein de. Ah, mais en vrai, tu dois avoir plein d'embellis à faire, ouais, parce que t'en as tellement qui ont des Ah. gros appartes, tu Ouais. vois, et qui ont des petits trucs de 4, 5, mais en fait, si tu rachètes celui d'à côté, boum, Exactement. Et les mecs, ils te Et- vendent ça 30 000, 30 000, et Donc en fait, si quelqu'un veut reproduire ce qu'on fait, tu commences par se loger le bon coin, Ouais. t'en visites des centaines, et plus t'en visites, plus tu fais d'offres, plus t'en achètes, plus t'as des coups de bol qui tombent de nulle part, et tu vois, genre le voisin qui vend son truc, la gardienne qui t'appelle, et t'as des gens qui t'appellent de nulle part, et t'as des coups de bol de plus en plus. C'est la loi des grands nombres, plus t'en fais, plus t'as de chance en fait. Hmm. Donc faut passer du temps sur le terrain, faut travailler sa niche au maximum, faut se faire connaître. Moi j'ai des gens qui m'écrivent sur LinkedIn, qui me disent voilà je viens d'hériter, il y a une pauvre chambre de bonne qui traîne, ça a aucune valeur pour nous, est-ce que tu peux nous en débarrasser? Oui, et voilà. Ouais. Ok. Et Bah, tu vois, en live on vient de prouver qu'on est capable de trouver De un faire 9 une mètres carrés transac. rue Étienne Ouais. Marcel à 50 000 euros quoi. Ouais. Pour peu que j'arrive à racheter aux parties communes. Après, t'es avec un gérant d'agence immobilière, ça aide un peu, mais ouais. Mais par contre, nous, on en a plein. Sérieusement, on en a plein. Rez-de-chaussée aussi, t'achètes. Enfin, Ouais, bien t'achètes, sûr. Même t'achètes les tout, quoi. rez-de-chaussée ils marchent beaucoup mieux. Et alors, que ouais, sixièmes les sans rez-de-chaussée à ascenseur. transformer, par exemple. Quand t'as des destinations, je sais pas moi, t'as un rez-de-chaussée en commercial. Ouais, ça c'est facile, tu vends la commercialité. Ouais, mais tu fais du coup aussi. Ouais, bien sûr. Ok. Le rez-de-chaussée marche mieux que le 6e étage sans ascenseur. Ouais. Et quand c'est déjà loué, quand t'as des. On a eu le cas, on attend patiemment. En Bon, général, t'étudies, quoi. Bah non, mais quand c'est déjà loué, déjà tu as une décote sur le prix. Bien sûr. Le loyer, souvent, c'est loué à 550, 600.
Et comme tu as une décote sur le prix, tu l'achètes à 90, bah du coup ça te finance ta mensualité, donc tu peux te permettre d'attendre, tu vois. Ouais. Ok. Sur la partie foncière, c'est top que vous ayez fait la partie foncière. T'es avec les mêmes associés sur la partie foncière et sur la Ouais. partie acquisition. Ok. C'est quoi les prochaines étapes en termes de croissance sur Atom? L'idée, c'est de passer une vitesse. Tu vois, là, on fait du granulaire, du diffus, c'est-à-dire qu'on achète studio par studio. L'idée, c'est de commencer à travailler des plateaux. Tu sais, Ouais. t'as plein de plateaux de chambres de bonne à l'abandon, les derniers étages d'immeubles que les marchands de biens rachètent, mais ils veulent pas gérer le dernier étage. Donc, nous, on aimerait racheter des plateaux, puis racheter des blocs entiers et Ah, travailler tu du mets bloc. sur des vrais travaux. Ouais. Là, on fait un immeuble, tu vas kiffer, je vais te montrer, collé à la place des Vosges. Ouais. Donc, ça donne pas sur la Où place ça, des tu sais que Vosges. j'habite vers là-bas, moi. Quoi? J'habite vers là-bas, moi, je suis rue des Tournelles. Ah, c'est pas la crise pour tout le monde. Et je pensais que tu étais dans le 11e. J'étais dans le 11e avant, j'étais Ah rue ouais. du Chemin Vert, à D'accord. Saint-Ambroise. Eh ben, bravo, mon vieux. Non, bah, ça veut rien dire. Hein. Tu sais, je peux habiter rue des Tournelles au dernier étage sans ascenseur aussi. Hein. Bah, je préfère ça honnêtement, plutôt que Clichy. Mais en l'occurrence, on fait un immeuble de 700 mètres carrés pour le compte de tiers. Et Ouais. On fait full studio Atom dans 700 mètres carrés. Donc il va y avoir plein de petits studios Atom et un membership au sous-sol avec une piscine et une salle de muscu. Et donc on fait tout ça et c'est Atom qui fait les travaux de l'immeuble et le design et C'est l'exploitation. génial ça. Ouais, c'est trop bien. Je te le montrer. En plus, c'est une façade classée. Elle est magnifique, tu vois. C'est Mais incroyable. ça, comment tu rentres en contact? C'est quoi? C'est un C'est un, particulier type, qui a un ouais, c'est immeuble? un type qui a entendu parler de nous et qui nous a dit c'est pas mal votre concept, plutôt que faire des grands apparts à l'ancienne, j'aimerais bien faire des petits studios pour les salariés. Et en fait, c'est quasiment un hôtel le truc, c'est trop beau. Et vous supervisez les travaux, les plans, la gestion derrière. Ouais, ouais. Putain, c'est incroyable ça. Mm. Ça fait combien de studios? Parce que Euh, 700 mètres carrés divisé par 9. 700 mètres carrés, on les fait un peu plus Ouais, grands que bien sûr, d'habitude. On s'est lâché là, on fait des 12 ou 13. Ouf. Et après, il y a des étages Tu mets un entiers. lit 3 places dans 12 ou 13. Oh, bah, tu mets une famille de 12 enfants. Hein. Et il y a un membership club en bas, donc ça prend un peu de place. Mais ouais, il y aura au moins une vingtaine de studios. Ouais. Non, même plus d'ailleurs. C'est juste qu'on a des étages qui sont dédiés à salle de sport, jacuzzi, salle de fitness, sauna et tout. Donc il y a plein de parties communes pour tout l'immeuble et ensuite tu as les studios dessus. Ouais. Ça va bien se louer, je pense, par là-bas. Hein. Il va y avoir de la... Bah, place des Vosges avec un membership club et tout, ouais, ça va se louer Ouais. super bien. Ouais. Ok. Et c'est. Ouais, ok. Mais tu vois, ça, il y a moins l'aspect social qui me tenait à cœur dans. Alors, social, c'est peut-être un grand mot, mais l'idée de dire on va recycler du Oui. foncier à l'abandon sur les chambres de bonne, quand tu dis, voilà, il y avait 1 million de mètres carrés qui n'étaient pas exploités, on a trouvé un moyen de les remettre sur le marché du logement pour des gens en déplacement, mais au moins ça désengorge un peu le marché. Le côté recyclage de biens dont tu améliores le DPE, c'est assez cool, je trouve. Après, on le loue pas à des migrants, tu vois, mais il y a quand même cet aspect de remettre du logement sur le marché dans un contexte pénurique. Là, l'immeuble à la place des Vosges, il n'y a rien de social. Quoi. Ouais, juste c'est un trip une de bonne designer. opération. Ouais. Ouais. Mais non, c'est vrai, bah, surtout que ça pourrit. Enfin, t'as plein de biens sur le marché qui pourrissent, qui sont pas occupés, qui sont vacants. Donc c'est très bien de les Ouais, entretenir, de les la racheter. vacance à Paris, elle est terrible. Hein, Ouais, elle est franchement, énorme, ouais. quand tu vois le nombre de logements qui ne sont pas habités. Ouais. J'ai 3 dernières questions à chaque fois pour nos invités. Je commence par la première. La dernière vraie peur que tu as eu dans ta vie pro et la dernière vraie fierté. Bah, vraie peur, quand tu fais faillite, en fait, la peur ultime, c'est qu'on te saisisse ta résidence principale. Tu vois, la faillite, ça m'a appris à avoir peur de rien. Aujourd'hui, j'ai plus peur de rien, en tout cas de juridico-financier. Mais là, quand on te dit on va te saisir ta résidence principale, ça devient très très anxiogène. Tu vois, tu te dis putain, les enfants, ma femme, je vais me retrouver à la rue, enfin c'est dur. Donc ça m'a vraiment fait flipper, c'est pas arrivé. Et ma grande fierté, non, mais embaucher 400 salariés, je trouve ça cool parce que c'est 400 familles qui vivent grâce à toi et puis tous les prestataires autour. Mais de manière plus égoïste, c'est quand le ministre du Logement est venu au bureau nous voir. Tu vois, quand tu reçois le ministre du Logement au bureau dans le milieu immobilier, tu te dis c'est comme si tu es prof de chant et que tu as Britney Spears en élève. Quoi, tu vois, Ouais, ça fait quelque chose. Ouais. Ok. Est-ce que tu crois en la chance? Et bah, la chance au sens immobilier, c'est-à-dire plus tu passes de temps sur le terrain, en fait, plus tu la provoques. Quoi. Et pour un entrepreneur, est-ce que tu crois en la chance de quelqu'un qui réussit? Bah ouais, c'est que de la chance honnêtement. Quand tu vois à quel point je suis débile, moi, j'avais aucune. Non mais je te jure, il n'y a pas de raison que moi j'arrive à. Si tu considères que c'est un succès Mastéos, à le faire et pas d'autres. Donc oui, c'est que de la chance l'entrepreneuriat, mais faut quand même la provoquer comme en immobilier. Et donc, il faut t'accrocher, il faut faire une année vierge, il faut en faire peut-être 5 des startups. Moi, j'ai des copains entrepreneurs qui se sont plantés 4 ou 5 fois avant de trouver la boîte qui les a rendus millionnaires.
Donc, et c'est comme moi, je dois visiter peut-être 200 biens pour en trouver un cool. Je dois faire 50 podcasts pour qu'on me propose un 50 000 € à Étienne Marcel. Tu vois, donc la chance, oui, c'est que de la chance, l'entrepreneuriat, mais ça se provoque. Ouais. Donc, il faut aller la chercher, la provoquer, prendre des risques, te casser la gueule 20 fois de suite, et voilà. Et si demain, tu devais ne plus faire d'immobilier, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Moi, j'ai 2 grands rêves dans la vie. C'est être chanteur-guitariste dans des restaurants. Ah ouais? Donc, tu vois, jouer des chansons pop dans des restos et être coach de sport. Ok. C'est mon grand rêve. Tu peux pas le faire à côté, chanteur, dans les restaurants? Et j'ai fait une fois. Ouais, alors t'as kiffé? J'étais un peu timide, donc c'était pas la folie absolue, mais c'était pas mal. J'ai chanté Aïcha dans un restaurant. Sympa. Ouais, dans un T'as restaurant un du extrait, t'as 5e. une vidéo, on la mettra pour, Si tu veux. pour le clap de fin. Bon bah super, Thierry, merci beaucoup d'être venu, c'était un plaisir. Moi aussi, merci. Et à plus. bientôt.